Donc, bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire d'aujourd'hui qui porte sur la co-simulation appliquée au modèle Adams. Donc, je me présente, mon nom est Chabat Jouder, je suis responsable marketing pour MSC Software France et je suis l'hôte du webinaire d'aujourd'hui. Votre intervenant est Emmanuel Chen, qui est consultant technique avant-vente pour MSC Software France. Donc, nous aurons une session de questions-réponses à la fin de cette présentation. Je vous invite donc à saisir vos questions dans la fenêtre de questions-réponses ou de chat et nous essaierons d'y répondre à la fin ou peu après le webinaire. Donc, je laisse maintenant la parole à Manuel. Manuel? Ah, c'est bon là? Oui, on t'entend. Ah voilà, je vais cliquer 2 fois. Ok, donc bonjour à tous, merci d'être présents pour cette présentation. Donc je vais vous parler de la co-simulation. Voilà l'agenda. Donc on va parler déjà de la co-simulation de manière générale, hein, une présentation un peu générale des concepts de co-simulation. Ensuite on passera sur un aspect de la co-simulation particulier, un aspect produit qui est le FMI, qui est une norme d'échange multi-éditeurs qui permet la co-simulation de plusieurs produits. Et je vous décrirai de manière un peu plus détaillée l'implémentation sous Adams de cette co-simulation, avec quelques exemples. Ensuite, je vous parlerai aussi de l'utilisation brièvement de la co-simulation FMI dans le cadre du temps réel, avec Adams Real-Time. Et je terminerai sur 2 petites démonstrations pour montrer pratiquement comment ça se passe. Voilà. Donc, parlons de la co-simulation de manière générale. Donc, c'est à l'écran un scénario typique qui nécessite la co-simulation. Donc, imaginez que vous vouliez mettre au point des stratégies de contrôle d'amortisseurs actifs sur un véhicule. Dans ce cadre-là, il faut bien avoir conscience qu'il va falloir faire une simulation qui va coupler pas mal de domaines différents. Donc, dans ce cas particulier, on va avoir un domaine mécanique avec le modèle de véhicule représenté de manière mécanique avec un logiciel spécifique comme Adams ou Adamscar. Vous allez avoir le modèle d'amortisseur qui va être représenté par un logiciel adapté à la représentation des équations hydrauliques, perte de charge, pression, et ainsi de suite. Donc ici, ça peut être par exemple ici V5, hein, chez nous, hein, chez MSC, on a un produit qui s'appelle V5 qui permet de faire la simulation de schéma hydraulique. Et pour ce qui est de la stratégie de contrôle, on va faire appel à un troisième logiciel qui va être, en l'occurrence ici par exemple, Simulink. Et dans ce cas-là, nous avons des équations et des schématiques qui est adaptée à la prise de décision, avec des tests, avec je dirais des choses qui sont plus vraiment des modélisations physiques, mais des modélisations plutôt de stratégie de contrôle. Donc on a ici effectivement trois mondes différents qu'il faut faire cohabiter et il faut qu'on puisse effectivement gérer des ensembles d'équations multiphysiques, mécaniques, hydrauliques, ça peut être électrique aussi, et des stratégies de contrôle. C'est-à-dire en gros des ECU, des systèmes de contrôle électronique. Donc un deuxième exemple pour lequel on va avoir besoin de marier les différents domaines, ça va être par exemple le brake judder, c'est-à-dire en fait les problématiques de vibration sous freinage. Dans ce cas-là, on a typiquement un modèle de véhicule dans lequel on a un scénario de freinage. Ce scénario de freinage en fait va exciter, on va avoir une excitation de couple cyclique au niveau du frein, du fait d'irrégularités au niveau de la surface du disque de freinage. Donc ça va provoquer des excitations. Ces excitations vont remonter dans le système mécanique et peuvent se coupler avec le système comment dire, le power steering, c'est-à-dire en fait l'assistance de direction. Donc on va essayer dans ce cas-là d'évaluer les différentes technologies d'assistance de direction
pour trouver celle qui va amortir le mieux la vibration qui va remonter au volant. Donc dans ce genre de scénario, il va être crucial de faire cohabiter un modèle d'assistance de direction précis, c'est-à-dire ici hydraulique, ça peut être électrique aussi, encore une fois, et avec un système mécanique qui sera modélisé de manière avancée parce que les fréquences en jeu peuvent varier dans ce cas-là. Donc il faut bien voir que lorsqu'on va être en virage, ici vous voyez l'animation du braquage du véhicule, lorsqu'on commence à se mettre en position en situation de virage, on va avoir une situation de la suspension, un chargement de la suspension qui va varier. Dans cette suspension, vous avez des bushings, donc des liaisons élastiques, dont les raideurs sont non linéaires. Et donc le fait de vous mettre en virage, vous allez faire varier les conditions de fonctionnement des différentes plots de suspension de raideur. Donc vous allez faire varier les fréquences propres mécanique de votre système. Donc il faut que votre modèle puisse mettre en je dirais, représenter de manière précise le changement de ces fréquences. Et donc, en changeant la fréquence, vous allez pouvoir estimer l'efficacité, le changement d'efficacité de l'amortissement de votre système d'assistance de direction. Donc, dans ce cas-là, vous voyez que la co-simulation va vous aider à valider votre système couplé. Donc, de manière un peu plus précise, comment marche la co-simulation, on peut, je dirais, avoir deux grandes classes de co-simulation. Donc, en haut, la première classe de co-simulation, c'est ce qu'on appelle la vraie co-simulation ou la co-simulation de base. On va avoir deux solveurs qui vont tourner en parallèle. Un solveur A avec un système d'équation A, par exemple mécanique, un solveur B avec un système d'équation B, par exemple électrique, hydraulique ou autre. Dans ce cas-là, on va procéder à un échange entre les deux solveurs qui vont tourner en parallèle, et cet échange va se faire en général à pas fixe. Donc on va avoir un échange synchrone entre les deux systèmes d'équations. C'est-à-dire qu'en fait le solveur A va faire un pas d'intégration, va calculer un certain résultat, va poster le résultat pour le solveur B, qui va faire son intégration de son système d'équation B, va poster le résultat pour le solveur A, qui lui va faire à nouveau un pas d'intégration, et ainsi de suite. Donc ces pas d'échange, on va bien comprendre que plus le système d'équations A et B, et plus les deux systèmes sont couplés, plus il va falloir faire un pas d'échange fin entre les deux processus. Donc l'avantage de ce couplage, c'est qu'il est relativement vous m'entendez, Chaba? Oui, oui. Ok, parce que j'ai quelqu'un là qui m'a dit qu'il ne m'entendait pas. Si, on t'entend. Okay, très bien. Donc l'avantage de ce genre de couplage, c'est qu'il est simple, relativement simple à mettre en œuvre. Chaque solveur travaille dans sa zone de confort, dans lequel il est spécialisé. Par contre, si on veut coupler des systèmes d'équations qui sont très couplés naturellement, ça va pas le faire en fait. Ou alors il va falloir faire des pas d'échange très très faibles, et donc ça va augmenter considérablement le temps de la co-simulation, le temps CPU. Donc ça va convenir pour les systèmes d'équations qui ont un couplage faible. Ensuite, on a la deuxième catégorie qui consiste à demander au solveur A, d'intégrer à la fois les équations A, sur lesquelles il a sa zone de confort en fait, et aussi les équations B. C'est-à-dire que dans ce cas-là, le solveur A doit être capable d'intégrer des équations, d'augmenter son système d'équations A avec un ensemble d'équations B qui sont de nature potentiellement différente. C'est-à-dire peut-être plus raides, des équations hydrauliques qui sont en général plus raides que les équations mécaniques, et de nature différente.
Donc, ça veut dire qu'il faut un solver ici qui soit capable de gérer des systèmes, je dirais, assez larges, de représentativité assez large en termes de raideur numérique, et des systèmes éventuellement avec des événements synchrones ou asynchrones intégrés. C'est-à-dire que le solver A, lui, doit être capable de gérer des événements asynchrones qui arriveraient au niveau des équations B, ce qui n'est pas forcément évident pour tous les solvers. Donc il se trouve que nous, on a quand même pas mal travaillé au niveau du solver Adams pour être capable de faire ce genre d'exercice, c'est-à-dire gérer les systèmes hydrauliques, par exemple, qui sont des équations assez raides. Donc le solver Adams a été, je dirais, est équipé pour gérer ce genre d'équations, naturellement, et on a rajouté dans ces dernières années des systèmes qui permettent de gérer les événements synchrones et asynchrones, c'est-à-dire les événements discontinus dans le cadre malgré tout, d'intégration d'équations continues. L'intérêt de cette méthode, c'est qu'elle permet un couplage beaucoup plus serré des systèmes d'équations. Ça peut très bien marcher, comme dans certains cas, ça peut un peu moins bien marcher lorsque le système d'équations est ici particulièrement compliqué. Donc maintenant, un peu de généralité sur Adams Control. Adams Control, c'est le premier niveau d'intégration de la co-simulation dans Adams. Donc Adams Control, c'est une interface de co-simulation entre le modèle mécanique Adams et le système de contrôle, je ne sais quoi, sur lequel on va faire la co-simulation. Donc on va faire communiquer deux mondes avec Adams Control, deux mondes bien particuliers qui sont Adams et pour le cas du monde du contrôle, ça va être EasyFive ou MATLAB Simulink. Donc dans ce cas-là, typiquement, dans un scénario de contrôle que je vous montrerai en démo à la fin, on va contrôler un système mécanique ici. Ce système mécanique va être contrôlé par l'application de force et de couple qui vont être calculés par le système de contrôle. Et le système de contrôle, lui, va calculer le niveau de couple d'effort à appliquer au niveau d'actionneur dans Adams par, je dirais, le décodage de capteurs, de sensors qui vont être des mesures Adams. C'est-à-dire qu'on va mesurer un déplacement, une vitesse, une accélération dans Adams et on va faire un système ici bouclé. Donc il s'agit vraiment de faire un système bouclé de contrôle. Et donc Adams Control, lui, va assurer la couche de contrôle entre les deux. Donc cette couche de contrôle, Adams Control, elle est actuellement limitée à un écosystème qui est Adams, EasyFive, Simulink. Donc ce qui a motivé l'implémentation dans Adams de la norme FMI. La norme FMI, en fait, consiste à permettre la co-simulation avec un écosystème beaucoup plus large de produits tiers. Ça peut être MapleSim, Simulation Mix, SamSim, enfin des produits qui, pour nous, peuvent être concurrents, effectivement, mais dans certains cas, chez certains clients, vont être présents et vont être partenaires des applications. Donc, il suffit en fait que le logiciel tiers ait lui-même une implémentation de la norme FMI pour qu'on puisse communiquer avec. Donc, il s'agit d'une norme multi-éditeur, c'est une norme ouverte. Donc, comment ça a commencé le FMI? Le FMI, c'est Functional Mockup Interface. Hein. C'est un standard open, donc, qui a débuté essentiellement sous l'impulsion de Daimler. Daimler voulait, dans le cadre d'un certain projet, faire communiquer des logiciels de simulation de certains composants pour faire du hardware in the loop. J'expliquerai tout à l'heure ce que c'est que le hardware in the loop. Donc pour modéliser le modèle de véhicule mécanique couplé avec des modèles avancés, par exemple de contrôle de gearbox, ou des modèles électroniques de contrôle du moteur. Donc ce sont des mondes très différents qu'il a fallu faire communiquer ensemble. Donc Daimler a initié le développement d'un projet d'interface commune de co-simulation entre tous ces mondes-là. Et donc ça a conduit par la suite au développement d'une organisation indépendante, une organisation FMI,
qui centralise le développement et la normalisation de ces interfaces. Donc les applications possibles, ça va être le couplage par exemple mécanique à mécanique, le couplage mécanique à électronique, mécanique à hydraulique ou électrique. Ici par exemple vous avez l'exemple un deuxième exemple que je vous montrerai tout à l'heure, dans lequel on a la simulation d'un modèle Adams car de véhicule couplé à un actionneur hydraulique de passage de vitesse. Qui, lui, va être modélisé avec un logiciel tiers qui s'appelle Simulation X, qui permet de faire une représentation schéma bloc du système de commande hydraulique de passage. Donc pratiquement comment ça va marcher le FMI. Donc en fait on va produire le logiciel sous FMI va en fait produire un objet qu'on appelle le FMU, le Functional Mockup Unit. Cet objet en fait ça va être typiquement un fichier avec une extension .fmu. C'est un fichier en fait c'est un fichier zip, je vous montrerai tout à l'heure. Qui contient un certain nombre d'informations qui vont être normalisées et qui vont permettre à un logiciel tiers de trouver toutes les informations nécessaires et suffisantes pour faire la cosimulation, c'est-à-dire la description du modèle au format XML, le modèle en lui-même, c'est-à-dire tous les fichiers connexes à la simulation du composant. Dans le cas Adams, par exemple, si on veut faire un modèle Adams, et le mettre sous une forme FMI, on va retrouver là-dedans le fichier ADM, qui est le fichier descriptif du modèle Adams. Et à côté de ça, on va trouver du code C ou du DLL, qui va être ce qu'on appelle le wrapper, c'est-à-dire l'interface fonctionnelle qui va permettre au logiciel tiers d'appeler le fichier en question, c'est-à-dire le modèle en question, via une interface qui va être neutre. C'est-à-dire que ce code, ce DLL que l'on voit ici, en théorie, va pouvoir être appelé par n'importe quel autre logiciel tiers qui doit pouvoir le reconnaître. Et donc le format FMI, dans le format FMI, on va retrouver les deux modes de cosimulation que je vous ai décrits tout à l'heure. Le premier mode, c'est le mode Model Exchange. Ça correspond en fait au deuxième mode que je vous ai montré, c'est la possibilité pour le modèle FMU de fournir au modèle, au logiciel tiers, un modèle complet de cosimulation avec les équations. C'est-à-dire qu'en général, on intègre dans son modèle FMI le système d'équations qui représente le composant. Et actuellement, on est limité au format aux équations, ce qu'on appelle les ODE, c'est-à-dire Ordinary Differential Equation, c'est-à-dire à une formulation d'équations explicite. C'est-à-dire que pour mettre un modèle à ce format FMU, il faut que l'on puisse traduire le modèle sous forme d'un système d'équations ODE explicite. Et dans le cas des équations plus compliquées, des équations différentielles algébriques, des AE, c'est-à-dire algèbre différentielle, dans ce cas-là, le format FMI ne supporte pas encore ce genre d'export, c'est plus compliqué à gérer. C'est le cas d'Adams, en fait. Adams gère les équations sous une forme différentielle algébrique, qui sont plus compliquées à intégrer, et c'est pas possible actuellement de faire l'export sous cette forme-là. Donc on est quand même relativement limité à un type de modèle, un type de système d'équation qui peut être explicité en fait. Le deuxième niveau de représentation du bloc FMU, c'est la cosimulation. C'est-à-dire que là, on se retrouve avec le système de cosimulation que je vous ai décrit tout à l'heure, c'est-à-dire le master, le logiciel tiers ici qui joue tout le rôle de maître, fait un pas de simulation, le logiciel esclave fait un pas de simulation, et ainsi de suite. Chacun fait son pas de simulation de manière synchrone.
Dans ce cas-là, on a deux solvers qui tournent en parallèle. Je dirais que c'est la méthode la plus courante, parce que c'est la plus facile à simuler, mais c'est elle qui va le prendre le plus de temps. Alors maintenant, pratiquement, si vous avez quels sont les logiciels qui se conforment à la norme FMI, potentiellement, ça va être un peu compliqué de s'y retrouver là-dedans parce qu'il y a pas mal de possibilités. Ici, vous avez un extrait de la matrice complète que l'on trouve sur le site FMI. Donc on a, pour ce qui nous concerne nous, on a Adams et EZ5. On a deux niveaux de FMI, niveau 1 et niveau 2, qui sont deux niveaux de sophistication un peu différents, de normes différentes. Et donc Adams va supporter, on a 4 cas de figure: modèle exchange, export, import, co-simulation, slave, master. Donc ça fait 4 niveaux différents. Suivant qu'on importe ou exporte un composant FMU, et suivant qu'on l'importe ou exporte avec une norme en co-simulation, une norme en modèle exchange, c'est-à-dire en intégrant les équations dedans. Donc Adams ne sait pas exporter sous forme modèle exchange les équations, parce que c'est des équations algébro-différentielles, je vais expliquer tout à l'heure. Par contre, on sait importer un modèle en V1 ou en V2 à cette norme-là, et on sait exporter et importer en mode co-simulation discret. Donc on voit le niveau de maturité qui est indiqué ici, donc on est en vert. Pour EZ5, on est à peu près au même niveau, on va un peu plus loin, on sait exporter les systèmes d'équations, parce qu'on sait expliciter les systèmes d'équations EZ5, donc c'est plus facile. Donc si vous voulez aller voir qui peut communiquer chez vous, eh bien vous cliquez là-dessus, vous allez sur le site FMI, et vous allez voir le tableau complet. Vous voyez qu'il y a pas mal de monde qui s'est intéressé quand même à la technologie FMI. D'accord? Je vous invite à aller voir là-dessus si vous avez des questions de pratique par rapport aux logiciels qui sont installés chez vous. Donc pratiquement le FMI dans Adams a été introduit, ça fait déjà quelques années, en 2013. Il y a un mode esclave et un mode master, comme je l'ai dit. C'est-à-dire en fait un mode esclave, c'est-à-dire on exporte le FMI, un mode master, on importe le FMI. Et on va supporter le FMI niveau 1 et le FMI niveau 2. Alors une petite remarque sur le mode slave, c'est-à-dire lorsqu'on exporte un FMI en mode co-simulation, il va vous falloir un accès à la licence Adams, parce qu'il s'agit de co-simulation, donc les deux logiciels vont tourner en même temps. Donc dans ce cas-là, si vous exportez le FMI, il faut que le client, entre guillemets, qui va intégrer le FMI et le co-simuler, puisse avoir accès à une licence Adams. Voilà, donc je vais passer à la suite rapidement. Donc comment ça va se passer dans Adams? Donc ça va se passer avec l'option Adams Control. Donc dans Adams Control, on va pouvoir exporter le modèle. Donc on a un Adams Control, on a un modèle Adams présent, et on va exporter ce modèle Adams avec Adams Control. Dans ce cas-là, on va choisir dans la boîte d'export Adams Control, on va avoir à apparaître une option FMU, en plus des options EZ5 et EZ. Donc ce que vous allez faire, vous allez sélectionner votre modèle, sélectionner l'option FMU, et ensuite sélectionner les entrées et les sorties. Les entrées et les sorties que l'on voit ici qui vont tenir lieu de canaux de communication entre Adams et le maître. Donc, dans ce cas-là, Adams sera le FMU esclave. C'est-à-dire qu'on va exporter toute une série de fichiers dans le fichier FMU, dont les descriptions XML, les fichiers modèles Adams, le wrapper, et derrière, lorsque le maître de co-simulation va commencer à l'appeler, il va passer par le DLL ici, et derrière, ce wrapper va appeler le Adams pas à pas pour faire la co-simulation. C'est comme ça que ça va se passer. On a un deuxième niveau, c'est l'import. On va importer un FMU, et dans ce cas-là, Adams va décoder le contenu du FMU, la description du modèle, les entrées-sorties, et c'est à ce niveau-là qu'on va pouvoir faire le lien entre les
les entrées et les sorties qui sont décrites dans les FLU, et les entrées et sorties qui sont décrites dans le modèle Adams, c'est-à-dire les variables d'état dans le modèle Adams qui font lieu d'entrée-sortie. On va faire le lien entre les deux à ce niveau-là, et en lançant la co-simulation, il va pouvoir faire l'import et export des informations entre les deux modes. En mode équation ou en mode co-simulation. Alors pratiquement aussi, je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde ici dans l'auditoire qui utilise Adams Mécatronique. Donc simplement Adams Mécatronique, c'est une surcouche d'Adams Control dans Adamscar qui permet d'utiliser la co-simulation Adams Control dans un environnement Adamscar de template. C'est juste une couche de confort, je dirais. Donc on a aussi une implémentation effectivement du FMU dans Adams Control, dans Adams Mécatronique. Et puis, on a la possibilité aussi de passer par la norme ESL, c'est External System Library, donc c'est directement l'intégration dans Adams des équations, du système d'équations, l'augmentation du système d'équations Adams mécanique par un système d'équations additionnelles qui sont, qu'on appelle un General State Equation, c'est-à-dire en fait un système d'état d'équations d'état non linéaires. Adams Chassis aussi fait l'objet d'une implémentation FMI. Donc Adams Chassis, c'est une variante d'Adamscar, pour ceux qui ne connaissent pas. Pour certains clients, en particulier Ford et General Motors. Donc, là, c'est la norme, je vous parle de la norme ESL. Donc en fait, bon, ça c'est des petits détails, mais en 2017, on a renormalisé les façons de faire les imports-exports et les communications sous une seule et même norme ESL pour unifier dans Adams, au niveau du solver, la façon de communiquer avec un bloc d'équations extérieures. Au lieu d'avoir 50 normes différentes et 50 normes différentes, on passe maintenant de manière générale par ESL. Alors, ce qu'on a introduit dernièrement aussi dans la co-simulation FMI dans Adams, c'est un mode de co-simulation directe. Donc ici, on parle de la façon de communiquer entre le bloc FMU et le solver Adams. Donc on a plusieurs niveaux de communication. On a un niveau TCP/IP, on a un niveau pipe et un niveau direct. Alors en gros, c'est quand on a un bloc d'équation extérieur, comment ce bloc d'équation communique en input-output par rapport au solver Adams. En mode TCP/IP, on utilise une couche de communication au réseau général, ce qui est relativement lent, mais c'est qui nous permet d'avoir le bloc d'équation externe qui est sur le réseau, quelque part sur le réseau. C'est-à-dire on peut déporter le bloc de co-simulation sur une machine, sur une autre machine, sur une autre CPU. Et les communications vont se faire par TCP/IP. Donc l'intérêt, c'est d'avoir, par exemple, une machine sur laquelle vous avez une licence, je ne sais pas, Simulink, et une autre machine sur laquelle vous avez une licence Adams, et faites communiquer les deux. La communication par pipe, c'est une communication par canaux communication interprocess sur une même machine. C'est un peu plus rapide, mais il faut que vous soyez sur la même machine. C'est le mode, je dirais, de communication standard pour Adams Control. Et donc, dernièrement, on a implémenté un mode de communication directe par écriture mémoire directe. Ça permet d'avoir une vitesse de communication entre les deux process qui sont plus rapides. Et par contre, ça limite un peu le cas de figure. C'est-à-dire que ça ne marchera pas avec n'importe quel bloc FMI. Autres améliorations récentes dans l'implémentation Adams du FMI, on supporte le multithreading, c'est-à-dire le multithreading, ça consiste à faire de la simulation multiprocesseur, multi-noyaux, c'est-à-dire que sur votre PC, vous allez avoir plusieurs processeurs, 4 cœurs ou 8 cœurs, par exemple. Sur mon PC, j'ai 8 cœurs, hein, pour citer un exemple. Donc on peut répartir la simulation sur plusieurs cœurs à la fois pour accélérer le temps de simulation.
Donc, un autre exemple de co-simulation dans le cas du ECVT. Donc, un ECVT, c'est un modèle de transmission variable de manière continue. Donc, typiquement, ce que vous avez dans la Toyota Prius. Donc, dans ce cas-là, vous allez mixer des technologies différentes, comme le moteur, le système mécanique. Ici, ce qu'on vient introduire dans le système, c'est un modèle planétaire qui est un modèle mécanique qui permet à un moteur extérieur, qui est un moteur électrique, de se brancher sur la ligne de transmission mécanique qui va du moteur à la transmission à la roue, en fait, et d'additionner à la puissance moteur standard, je dirais, la puissance électrique. Donc c'est comme ça que va fonctionner la Prius, typiquement. Donc, on utilise pour ça des systèmes planétaires. Donc on va mixer deux systèmes mécaniques. Donc, dans ce use case, qui est un use case très théorique, hein, on a un système mécanique Adams-Car de la voiture, et à un moment donné, on a effectivement fait un couplage avec un modèle mécanique qui vient d'Adams aussi, qui est codé sous forme FMU uniquement du planétaire. Donc ça, c'était un use case de démonstration des performances de co-simulation mécanique à mécanique. Un autre exemple, c'est dans le cas du offshore. Donc là, on a un modèle de contrôle d'une ligne de forage offshore, et il faut pouvoir, au niveau de la tête, contrôler la stabilité par rapport à la houle. Donc on a la houle qui va faire un mouvement haut et bas de la tête, et il ne faut pas arracher en fait l'intégralité de la ligne de forage. Donc dans ce cas-là, le système de contrôle a été simulé sous Simulation X, un système hydraulique. Et vous voyez ici un système mécanique assez complexe avec des modèles Adams Machinery d'enroulement de câbles et les différentes instantiations. On a 16 modèles hydrauliques qui ont été instanciés, identiques, et qui permettent de contrôler l'attitude et la hauteur de la tête de forage. Un autre exemple que je vous démontrerai directement tout à l'heure, c'est le couplage d'un système de transmission automatique avec un convertisseur de couple avec un modèle Simulation X. Je vous montrerai pratiquement comment ça marche en effet. Donc le Simulation X a permis de créer le modèle de contrôle de passage de vitesse hydraulique avec modélisation des pressions, ainsi de suite. Donc on va détailler ça tout à l'heure. Bon, je vais passer rapidement sur le reste. On va passer à l'aspect real-time, et ensuite on passera à la démonstration. Donc le real-time. Pourquoi j'introduis le real-time à ce niveau-là? C'est parce qu'en fait, on va utiliser le FMI pour communiquer avec les environnements en temps réel. Donc la problématique de la simulation temps réel. À un moment donné, la simulation temps réel, c'est quelque chose de nécessaire si on veut faire communiquer un modèle virtuel avec un système réel de hardware. Dans ce cas-là, en fait, on a commencé en 2017 à développer dans Adams Real-Time, qui est une façon de simuler des modèles Adams avec une contrainte temps réel, c'est-à-dire des pas d'échange réguliers. En gros, c'est ça. Donc, Adams Real-Time, c'est une série d'intégrateurs spécifiques et d'outils de simplification qui permettent à un modèle Adams de tourner en temps réel. Et on va tourner en temps réel, pourquoi? Pour faire du hardware in the loop, pour faire par exemple, hardware in the loop, c'est-à-dire tester un système ABS, je dirais électronique, connecté avec un système mécanique du véhicule, mais sans que ça soit sur le véhicule réel, ça sera un modèle purement virtuel du véhicule. Et pour ça, il faut que tout ça tourne en temps réel. Donc il s'agit là du hardware in the loop. On peut faire aussi du driver in the loop, c'est-à-dire mettre en plus le modèle de pilote pour communiquer avec tout ça. Donc on a tout ce champ d'application qui est différent de la co-simulation standard. Et en co-simulation standard, ce qu'on appelle la co-simulation offline, vous allez avoir le modèle de véhicule
qui est modélisé dans Adams, par exemple, dans Adamscar, qui va se co-simuler avec le modèle de ST, et qui va être, par exemple, simulé avec Simulink. Mais tout ça va tourner sur la même machine, et on n'a pas la contrainte temps réel dans ce cas-là. Et ce qu'on va essayer de faire comme simulation, avec Adamscar Real-Time, c'est de porter la simulation Adams sur une plateforme spécifique. Ici, on parle d'une plateforme type concurrente ou DSpace, qui elle-même va tourner en temps réel et communiquer avec une série de systèmes électroniques avec le système réel à tester. Donc, on va émuler le fonctionnement dynamique du système mécanique complet, c'est-à-dire de la voiture. Donc ça, on va utiliser avec Adamscar Real-Time, Adamscar Real-Time. Donc là, vous voyez le scénario, on a la simulation Adamscar, et on va exporter en fait un FMU, et ce FMU va être ensuite importé dans le cadre temps réel. Là, ce que je vous montre, c'est l'application temps réel d'un partenaire qui s'appelle VIY, qui fait des simulateurs de conduite. Vous voyez le simulateur, on place le pilote dans la cabine ici, qui elle va être pilotée par une série d'actionneurs qui vont simuler le comportement dynamique du véhicule. Et le comportement dynamique ici du véhicule va être simulé par un bloc FMU. Donc en fait, la norme FMI ici va nous permettre de faciliter l'implémentation d'Adams dans le cadre de simulation hardware in the loop et temps réel. C'est ça qu'on le mentionne. Voilà. Donc maintenant, je vais passer aux deux démonstrations, si vous voulez bien. La première démonstration, ça sera simplement l'intégration d'un bloc FMI dans un modèle de véhicule Adams. Et la deuxième démonstration, ça va être un système de contrôle Adams pour montrer comment on utilise Adams Control. Donc rapidement, la première démonstration. Donc on a un modèle de véhicule ici, vous voyez, modèle Adams. Et il s'agit en fait de venir s'insérer au niveau du système ici, du système que l'on a détaillé, qui est un passage de vitesse automatique. On a utilisé pour ça Adams Driveline pour modéliser les composants de la ligne de transmission et les détailler par rapport à un modèle Adams mécanique normal. Donc, pour intégrer le système, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. Donc, je vous montre. Ici, on a un modèle FMU. D'accord? Ce modèle FMU, ça c'est le modèle fourni par Simulation X. Je vais vous montrer ce qu'il y a dedans en fait. Il suffit pour ça de renommer le modèle FMU. Je vais le renommer .zip. Vous allez voir qu'en fait c'est qu'un simple zip. Voilà. Et à partir de là, on voit ce qu'il y a dedans. On a la description du modèle. Et puis les binaires, c'est-à-dire ici, vous allez avoir le DLL qui fait la modélisation. Donc dans ce DLL ici, vous allez avoir le modèle, les équations du modèle System X. À aucun moment, j'ouvrirai System X. De toute façon, je n'ai pas le logiciel sur la machine. Donc le FMU, c'est ni plus ni moins qu'un réceptacle, déjà. Le bloc FMU, c'est un réceptacle. Donc ce qu'on va faire pour l'importer, il va falloir déjà qu'on passe par la couche Adams Control. Donc pratiquement, va falloir charger le plugin Adams Control. Une fois qu'on a chargé le plugin Adams Control, on vient importer le contrôle système. Alors je pourrais exporter quelque chose aussi. Hein. C'est là-dedans où on fait l'export aux différentes normes. Ici on voit la norme ID5, MATLAB, FMU1, FMU2. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'import. Je vais aller chercher mon FMU. Et ensuite, je vais le connecter aux différentes variables de mon système mécanique. C'est-à-dire que j'ai les variables d'échange, ça va être par exemple des pressions, des vitesses, des déplacements, enfin des capteurs de déplacement ou des pressions qui vont se traduire par des efforts appliqués sur le système hydraulique ici. Donc ici, c'est ici que je fais le lien entre le système mécanique Adams et le système extérieur, le FMU.
Donc je vais instancier 2 fois, parce que j'ai un double passage de vitesse. En fait. Voilà. Voilà. Et donc là, vous voyez qu'il m'a créé 2 GSE. Donc ce qui veut dire que d'un point de vue pratique, il m'a créé ce qu'on appelle des General Set Equations, c'est-à-dire des équations d'état généralisées, c'est-à-dire des blocs d'équations supplémentaires qui ne sont pas des équations mécaniques Adams, mais qui sont des équations de nature totalement générale, des équations différentielles, qu'importe la nature. Et ça, c'est ça qui va représenter le système extérieur, le système FMU. Et c'est ça que le solver va intégrer. Donc ensuite, je ne vais pas vous refaire la simulation, elle est un peu longue, mais on va importer le résultat. Et la simulation va consister simplement à faire une simulation de roulage à 60 km/h. Et durant cette simulation de roulage à 60 km/h, on va faire un passage de vitesse. Donc, on va voir ce qui va se passer. Donc, je vais faire l'animation. Au niveau de l'animation, on ne va pas voir grand-chose. Donc ici, on a une stabilisation initiale du véhicule. Donc on a ici le couple transmis au niveau de la boîte de vitesse, en fait, hein, pilotée. Et à un moment donné, vous allez avoir un à-coup de couple au niveau du passage de vitesse. On va accélérer un peu. On va avoir l'à-coup de couple. Voilà. Donc ça, ensuite, on va pouvoir l'analyser de manière un peu plus précise. Voilà. J'ai quelques courbes. Voilà. Donc ici, vous voyez la pression. Donc ça, c'est des informations qui ne sont pas des informations d'équations mécaniques, mais des équations hydrauliques. Ce sont des pressions. Ici, vous avez le passage de vitesse, donc la vitesse du véhicule qui a varié un peu. Pardon, la vitesse du moteur. Et ici, vous voyez l'effet au niveau du passage de vitesse sur l'accélération longique. Donc, avec ce genre de co-simulation, vous allez pouvoir optimiser vos stratégies de passage de vitesse pour minimiser la répercussion sur le confort des passagers en termes de variation d'accélération longitudinale. Typiquement. Voilà. Ça, c'était la première démo qui vous montre comment se comporte l'import FMU. Donc, vous avez le FMU et juste un petit détail, il vous a créé aussi des sous-répertoires FMU dans lesquels il a redéployé le contenu des zip pour le réutiliser. Donc, c'est ça qui va contenir les équations. Donc, deuxième démo, c'est une démo, je dirais, un peu plus simple. C'est cette démo-là, c'est-à-dire en fait, je viens vous montrer comment, dans Adams Control, on va pouvoir utiliser la co-simulation pour mettre en œuvre, mettre au point des stratégies de contrôle et vérifier les problématiques de stabilité. Donc, voilà. Pour ça, j'utilise MATLAB. Donc, j'ai un modèle MATLAB qui est un modèle de contrôle. MATLAB Simulink. Ici, vous voyez l'implémentation Adams Control. C'est pratiquement dans MATLAB, c'est une S-fonction. C'est dans cette S-fonction qu'on va avoir le format d'appel au modèle Adams. C'est-à-dire que cette S-fonction ici va appeler localement un modèle Adams que l'on retrouve ici, c'est-à-dire un fichier ADM Adams. Donc là, on fait de la co-simulation et Adams est l'esclave du maître ici qui est Simulink. Voilà. Donc je viens afficher
la position, ici, et ce qui va se passer, c'est qu'on va essayer, en fait, on va appliquer un couple de contrôle ici au niveau du pivot de la barre pour contrôler la position de la bille. Donc la bille va pouvoir se balader en fait sur la poutre et c'est un problème de stabilité. Donc on va perturber le système en lui donnant des chocs. Donc la bille va se déplacer et le système de contrôle va voir le déplacement de la bille et suivant le déplacement de la bille, il va appliquer un couple de contrôle pour amener la bille au centre de manière, si possible, stable. Donc les excitations extérieures vont être données par ce bloc-là, donc ça va donner des steps d'excitation, et l'algorithme de contrôle, lui, va simplement reboucler par rapport au capteur Adams, ici, de déplacement et de vitesse de la bille, et on va venir implémenter une boucle de contrôle. Voilà. Donc ici, vous voyez ce qui va se passer. On va démarrer la co-simulation. Voilà. Et là, on a Adams et Simulink qui tournent en parallèle. Voilà. Donc on voit une certaine stabilité. Une option intéressante d'Adams Control, c'est qu'on peut activer un paramètre particulier ici qui est le mode d'animation interactif. Voilà. Une fois que je l'active, je vais pouvoir faire afficher je dirais en parallèle l'animation du modèle Adams, l'animation avec le système stable. Vous voyez donc ce qu'il fait, une perturbation à droite, une perturbation à gauche, une perturbation à droite. Voilà. Donc là, on a un système qui est stable. Alors maintenant, l'intérêt de la co-simulation, c'est que vous allez pouvoir tester des stratégies différentes. Là, c'est très simple. Je vais simplement augmenter le gain de retour. Donc, plus j'augmente le gain, plus j'augmente la précision du contrôle, mais plus je vais aussi risquer l'instabilité. Donc, je vais tester jusqu'où je peux aller en termes de gain. Je refais ma simulation. Vous allez voir la différence au niveau des courbes. Le comportement est un peu plus chahuté, il est un peu plus instable. Vous voyez que, en fait, trop de gains va tuer un peu la précision. Et si on pousse encore, là on va avoir carrément une instabilité. Donc je passe à 30. Voilà. Vous allez voir ce qui va se passer. Là c'est carrément instable. Donc typiquement ce genre de résultat, si on n'avait pas un modèle Adams non linéaire avec le contact de la bille, avec toutes les non-linéarités dedans, on ne pourrait pas facilement se rendre compte de ce genre de choses. C'est-à-dire que le système serait toujours stable. Donc en fait, pour mettre au point vos stratégies de contrôle, il va être utile de faire de la co-simulation avec un modèle mécanique avancé. Voilà. Si je fais moi j'en ai fini, hein, donc je fais le récapitulatif de la présentation. Voilà. Pour moi, c'est terminé de mon côté. Merci beaucoup, Manuel. Voilà. Alors, on va se laisser quelques petites minutes s'il y a des questions. Vous pouvez utiliser les fenêtres Q&A ou la fenêtre chat pour poser des questions. Bon, je pense que tu as été très clair. Pas de questions. Alors, je voudrais juste rappeler que de toute façon, une version enregistrée du webinaire sera envoyée par email aux participants dans les jours à venir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter séparément par email.
sur info.fr@mscsoftware.com ou directement à Manuel. Vous devrez trouver tous ces détails dans l'email d'invitation. Merci beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup à toi, Manuel. Et je vous dis à très bientôt pour un autre webinaire. Merci, au revoir. Merci.